Son exposé a por titre Venezuela roja, rojita. Bonsoir. A la nación toda este mensaje. Venezuela, lo hemos demostrado, es roja, rojita. Hugo Chávez avait décrété que Venezuela était roja rojita, rouge, toute rouge, de la couleur associée au communisme et à la révolution. Au Venezuela, tout ce qui était lié au gouvernement et à sa propagande était repeint en rouge. C'était partout. Même les dressing codes des révolutionnaires étaient déshabillés tout en rouge, tout le temps. On était très loin d'imaginer à quel point la prophétie allait s'accomplir. La crise économique, comme disait ma collègue Dr Oviedo, la crise économique, politique et sociale qui subit le Venezuela est polymorphe, elle est très complexe. Elle touche tous les domaines de la vie quotidienne. Une hyperinflation de 9500% pour l'année 2019. C'est presque abstrait tellement c'est élevé. Une pénurie sévère de médicaments, d'aliments, d'essence, ce qui est bien les combles pour un pays pétrolier, ainsi qu'une insécurité galopante qui fait du Venezuela un des pays les plus dangereux au monde. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation soutient que près de 10% des 39 millions d'habitants est en situation de famine. Un tiers de la population fait au maximum 2 repas par jour. Les Vénézuéliens auraient perdu en moyenne 11 kilos. Tous ces facteurs réunis ont poussé plus de 5 millions de Vénézuéliens à fuir les pays au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire 20% de la population. Mes collègues vont aborder les aspects de cet exil forcé, terrible et douloureux, pour les gens qui fuient le chaos. Moi, je vais vous parler de la réalité qui est celle de ceux qui sont restés. Parmi tous les aspects du cauchemar qui vit le peuple vénézuélien en ce moment, nous avons donc fait le choix de vous parler de la crise qui traverse le système de santé. Une des plus importantes limitations pour l'étude de la situation sanitaire au Venezuela est le manque d'informations. En fait, les annuaires de mortalité qui représentent les informations publiques essentielles ont cessé d'être publiés depuis 2013. Plus de statistiques. Depuis 2016, la publication des statistiques pour les maladies à déclaration obligatoire et les décès liés à ces maladies ont été suspendus. Il existe de nombreuses plaintes de la part du personnel de santé qui se voient imposer l'ordre de ne pas s'inscrire dans les registres des centres de santé ces maladies pour ne pas nuire à l'image du gouvernement. En juin 2018, le ministère de la Santé a supprimé les centres vénézuéliens de classification des maladies, les CVC. C'est un organisme qui était responsable depuis 65 ans d'assurer l'intégralité et la qualité des statistiques épidémiologiques et sanitaires. Il était le centre de référence du Venezuela devant l'OMS et l'OPS. C'est dans ce contexte qu'est née l'organisation Médicos por la Salud, les médecins pour la santé. C'est un groupe de médecins qui s'étaient mis d'accord parce qu'ils avaient besoin de connaître le nombre de blessés qui arrivaient aux hôpitaux lors des grandes manifestations de 2014. Et après ça, ils ont profité de ces réseaux qui s'étaient créés et ils ont continué à recueillir de l'information pour pallier un peu à ce manque de statistiques officielles. Actuellement, 137 hôpitaux dans les territoires nationaux conformes donnent de l'information chaque année. Leur enquête s'appelle Enquête nationale des hôpitaux. Grâce à ces publications, qui sont en accès libre sur Internet, la ENH est devenue une des principales sources d'informations avec les rapports de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OMS, Caritas et la Croix-Rouge. L'urgence humanitaire a commencé en 2016 avec la répartition et la propagation rapide des épidémies qui avaient été éradiquées il y a des décennies. Les stocks de médicaments ont commencé à s'épuiser, de même que les vaccins et les fournitures de base pour le traitement des patients. Nous avons vu apparaître des problèmes de malnutrition, non seulement dans la population générale, mais surtout chez les populations les plus fragiles, les femmes enceintes et les enfants. La Fédération des pharmaciens du Venezuela reporte actuellement des niveaux de pénurie de 85% des médicaments. Et la fermeture de très nombreuses pharmacies des villes. Le gouvernement nie cette situation
d'urgence humanitaire et a refusé l'entrée d'aide humanitaire internationale, avec les conséquences graves qu'on peut bien imaginer sur la santé des populations. Tous les indicateurs auxquels on peut avoir accès sont en rouge. Toutes les courbes s'envolent. La mortalité infantile, c'est-à-dire les décès des enfants de moins d'1 an, a toujours été considérée comme un des principaux indicateurs de la qualité de vie d'une population. Entre 2012 et 2016, c'est-à-dire en seulement 4 ans, elle a augmenté de presque 64%, pour atteindre 21 décès pour 1000 naissances. Les taux de mortalité maternelle a plus que doublé pour la même période. Ces taux sont semblables à ceux que nous avions dans les années 90. Nous avons reculé de plus d'1 ans. C'est aussi le cas pour les maladies infectieuses comme la rougeole, la diphtérie, les oreillons, la coqueluche. Certaines de ces maladies étaient sous contrôle depuis plus de 10 ans. La rougeole, par exemple, le nombre de cas monte en flèche. En 2006, ont été déclarés 727 cas et en janvier 2019, plus de 9000. La diphtérie, les oreillons, la coqueluche suivent les mêmes tendances. La grave pénurie de vaccins est sans doute un des principaux facteurs qui explique la contagion. Les pays frontaliers, un des principaux problèmes aussi, c'est que les pays frontaliers comme le Brésil, le Pérou, la Colombie et l'Équateur ont aussi des cas anormalement élevés à conséquence du mouvement migratoire du peuple vénézuélien vers ces... Pour ce qui est du le paludisme, la malaria, selon les chiffres de l'OMS, les cas de paludisme qui sont présents actuellement au Venezuela représentent à eux seuls plus de la moitié des cas de tous les États de la région des Amériques. 20 fois plus que pour l'année 2000. On représentait que 2,5% des cas de paludisme au niveau des Amériques. Actuellement, on est à 53%. Ça fait plus d'1 300 000 cas pour la fin 2019. Jusqu'à présent, cette flambée de paludisme était surtout concentrée dans le sud du pays, les États Bolivar et l'Amazonie. Mais maintenant, vous voyez, les nouveaux cas sont partout. La majorité des nouveaux cas sont dans la municipalité de Sifondes. Et là se trouve le plus grand nombre des exploitations minières illégales. Fin 2018, cette photo est fin 2018. À fin 2018, c'était 40% des cas étaient localisés à Sifondes. Pour la fin 2019, c'était 60% des cas qui étaient là. Cette population ne bénéficie évidemment pas des mesures de prévention. Partout, les plans nationaux de contrôle du paludisme ont été abandonnés et l'accès au traitement est très difficile. En ce qui concerne les maladies chroniques, en général, l'espérance de vie des patients avec des maladies chroniques au Venezuela a diminué de 10 ans. Les traitements anticancéreux, contre le VIH, les médicaments anti-rejet pour les patients transplantés ont commencé à se raréfier en 2017 et actuellement ont pratiquement disparu des stocks hospitaliers. La situation est particulièrement dramatique pour les patients qui ont besoin d'une dialyse, les patients avec hémophilie ou insuffisance rénale. En 2012, le pays comptait 2500 appareils de dialyse au niveau national. Actuellement, 74% de ces machines sont en panne. Le système hospitalier, quant à lui, est hors service aussi. Le rapport de l'enquête nationale des hôpitaux pour l'année 2019 dresse un constat terrifiant. 51% des blocs opératoires ne sont pas opérationnels. 85% des services de radiologie, d'échographie et des laboratoires d'analyse biologique ne fonctionnent pas, ou fonctionnent de façon très aléatoire. 70% des appareils de tomographie et IRM sont hors service. Mais là, on s'améliore. Parce qu'en 2018, on était à 90% qui ne marchait pas. Pour l'année 2019, rien que pour l'année 2019, on estime à 4858 décès imputables au déficit de matériel et de médicaments. Une particularité de l'année dernière. L'année dernière, le Venezuela a eu des énormes pannes d'électricité qui ont plongé le pays dans l'obscurité. Les hôpitaux, qui ne sont bien entendu pas dotés de générateurs électriques, n'ont pas échappé à cette réalité. Ces irrégularités dans les services ont été récurrentes et 63% des hôpitaux déclarent avoir
un service aléatoire. Pour ce qui est de l'eau, pareil, 78% des hôpitaux ont des défaillances dans les services d'eau, voire pas d'eau du tout, avec bien entendu toutes les conséquences en termes de transmission des maladies dues au manque d'hygiène, etc. Pour l'année 2019, on estime à 164 décès qui peuvent être attribués directement aux pannes d'électricité, avec un pic qu'on voit là au niveau des pannes géantes au niveau du mois de mars. Mais la pénurie la plus difficile à rattraper, c'est sans doute l'exode des médecins. On estime à plus de 30 000 le nombre de médecins qui ont quitté le pays. Force est de reconnaître que les conditions de travail sont très difficiles. D'une part, ils sont impuissants devant cette panne énorme du système hospitalier. Ils sont agressés presque tous les jours par des familles qui sont désespérées quand ils arrivent à l'hôpital et qui ne trouvent rien et qui sont en colère. Et en plus, quand ils le font savoir publiquement, ils font savoir publiquement leur mécontentement, ils sont soit destitués et pour beaucoup mis en prison accusés de trahison à la patrie. Pour préparer ça, j'avais l'information il y a 6 mois que le salaire moyen d'un médecin était de $30 par mois. On s'est renseigné et ce matin on m'a confirmé que désormais ça ne représente que $5 par mois. Pour ce qui est de la psychiatrie, et là on commence un peu à aborder le thème qui nous occupe, qui est la santé mentale, la psychiatrie a toujours été les parents pauvres de la médecine, et ça partout dans le monde. Au Venezuela, les hôpitaux psychiatriques sont parmi les structures les plus délaissées. Leur situation est dramatique. Il n'y a pas de raison que les indicateurs concernant les hôpitaux psychiatriques ne soient pas au rouge aussi. Bien au contraire, avec en plus l'aggravant que ces patients sont souvent abandonnés par leurs familles. La section des droits de l'homme de la Fédération mondiale de la santé a publié il y a une quinzaine de jours un communiqué dans lequel ils signalent leurs préoccupations à propos de la santé mentale des Vénézuéliens. Ils qualifient la situation comme catastrophique, avec un impact sur la population qui fait apparaître des sentiments de tristesse et de désespoir. En mai 2019, l'Observatoire vénézuélien de la violence a déclaré que Venezuela était le pays avec les taux les plus élevés de suicide du continent. En 1999, à l'arrivée de Chavez, le taux oscillait entre 4 et 5 suicides pour 100 000 habitants. Actuellement, elle est de 28 suicides par 100 000 habitants, c'est-à-dire 7 000 suicides par an en moyenne. Pour la petite anecdote, en 2018, les Guinness nous avaient donné le record de pays les plus heureux du monde. Ça a bien évolué depuis. Pour mieux illustrer la psychiatrie, je vais me permettre de vous présenter un extrait d'un reportage qui a été fait par France 24 qui montre l'état d'un des principaux établissements psychiatriques de Caracas, l'hôpital de l'Idice. Voilà plus d'1 an que l'hôpital psychiatrique de Caracas est plongé dans le noir. Ici, il nous reste encore un peu de lumière, mais les patients, eux, n'en ont pas. Pas d'argent, plus d'ampoules ni d'électricité. L'hôpital est frappé de plein fouet par la crise énergétique et l'effondrement du système de santé. Faute de pouvoir les traiter, on enferme les malades chroniques. Nunca me dieron asistencia los psicólogos y los psiquiatras, nunca quisieron hablar conmigo. No, Marcos, sabarse, pan, estoy preso en esta mierda, estoy en una prisión, estoy en una mierda. Au Venezuela, les hôpitaux sont fermés aux journalistes. Ce soir-là, la plupart des employés refusent d'être filmés. On sait très bien de quoi est capable ce gouvernement. C'est pour ça. Alors, on ne voudrait pas... Subir des représailles. Oui, voilà. Peter est syndicaliste. Il veut dénoncer la situation. C'est lui qui nous a fait entrer discrètement à la faveur de la nuit. Si ce n'est pas nous qui prenons la parole, alors qui va bien pouvoir défendre ces pauvres patients qui n'ont pas la parole à cause de leurs problèmes mentaux? Personne ne les défend.
Voilà 30 ans qu'il travaille dans cet hôpital longtemps considéré comme un établissement de référence. Ça, c'était un cabinet de consultation pour nos patients. Cette fuite d'eau vient d'un autre service qui a été fermé, celui de psychiatrie pour adolescents. Tout ça à cause de l'abandon total de la part du gouvernement. Cet hôpital est en train de tomber en ruine. 117 ans qu'il existe et il leur a fallu moins de 20 ans pour le détruire. L'asile, prévu pour 200 patients, n'en compte plus qu'une trentaine. Dans tous les services encore actifs, le même désarroi. Rien ne fonctionne. Il n'y a plus d'eau dans les toilettes. Certains lits n'ont pas de matelas. Et il n'y a pas de chlore non plus. Ici, on peut facilement contracter des infections. On fait ça par vocation et on finit par les aimer. On reste là pour aider nos patients. Les membres du personnel sont payés moins de 8 € par mois. Et la tâche est pénible. Regardez comment on leur donne leur traitement, dans le noir total. À n'importe quel moment, un patient peut surgir de derrière et vous frapper. Un jour, un camarade chargé de la sécurité a été tué par des patients agressifs. Ils l'ont défiguré. Mais il n'y a eu aucune suite. Les proches de la victime ont veillé leur mort et le ministère n'a pas réagi. Les cuisines sont fermées, les patients sous-alimentés. Ça, en théorie, c'est du lait d'avoine. Mais comme vous pouvez le voir, il y a surtout de l'eau et presque pas de lait. Et le patient n'aura rien d'autre à manger ou à boire jusqu'à demain matin 8 heures. Là, il aura droit à un autre verre de lait d'avoine et peut-être à une galette de maïs. Cette patiente est en train de devenir agressive. Ils ne reçoivent pas les médicaments nécessaires et ils sont tous périmés. Du coup, les patients sont toujours en crise. Nous n'avons aucun stock de médicaments. Ce sont les familles des patients qui les apportent. Et nous, on leur garde. De fait, l'État est ruiné. Mais pour certains, la crise hospitalière s'explique aussi par des politiques économiques inefficaces et une corruption généralisée. Jour après jour, la crise s'aggrave au Venezuela. Reclus dans le noir et oublié de tous, les malades mentaux lui paient un lourd tribut. Chavez a bien eu raison. Et qu'actuellement, mon pays est devenu rouge de partout. Rojo rojito, comme vous voulez bien. Sont devenus rouges tous les indicateurs de santé, des pauvretés, des dénutritions, des violences. Les inégalités n'ont jamais été si importantes. J'ai bien l'espoir que bientôt la couleur de mon pays va changer pour séparer du vert de l'espoir de surmonter cette épreuve. Merci.